Depuis des décennies, l'Isère est le théâtre d'événements troublants, des enfants qui disparaissent sans laisser de traces, des enquêtes sans réponse et des familles plongées dans le désespoir. Ce mystère sombre et captivant continue de hanter les esprits. Que cachent ces disparitions? Quels secrets sommeillent au cœur de l'Isère? Aujourd'hui, nous allons reparler de ces disparitions. Oh putain, non. Nous sommes le jeudi 8 juillet 1987. C'est le plein été à Bourgoin-Jallieu. Cette petite sous-préfecture de 30 000 habitants, située au nord du département de l'Isère, juchée entre montagne et vallée. La petite Charazed Bendouyou, âgée de 10 ans tout juste, est née en janvier 1977. Elle sort pour aller jouer avec des copines et en profite au passage de descendre des poubelles en bas de son immeuble HLM. C'est le jour de collecte des ordures ménagères. C'est plutôt calme aujourd'hui. Les garçons jouent au football sur la pelouse. Les plus petits font du vélo sur le parking. Rien d'anormal au cours de cet après-midi lourde et orageuse. Charazed a les cheveux noirs crépus et assez épais. Court. Elle mesure 1,25 m. Elle sera grande sans doute. Des yeux marron foncé très expressifs. Au bout d'un moment, quand l'orage éclate, fort, violent, la sœur aînée, Férouz, âgée tout juste de 11 ans et demi, qui n'a pas voulu descendre avec la cadette parce qu'elle regardait la télévision, s'inquiète quand même de ne pas voir revenir la petite dans l'appartement. Elle n'avait pas prévu d'aller jouer en bas avec les autres. Alors vers 15 heures, aidée de sa mère, elles commenceront seules à effectuer les recherches. Sans paniquer, elle pense qu'elle est peut-être assise en bas, comme le font beaucoup d'enfants du quartier, qu'elle s'est peut-être fait une foulure ou une entorse, ou qu'elle a rencontré une copine d'école ou du quartier et qu'elle n'a pas vu le temps passer. Mais rien n'y fait. Elle est allée voir tous les voisins, les connaissances, les amis, les copines de jeu et de la classe. Mais rien, pas de trace de la petite fille. Personne ne peut les aider. La mère pense même à corriger la petite quand on la retrouvera. En fin d'après-midi, on prévient enfin la police. La famille n'a pas le téléphone, comme beaucoup d'autres familles dans l'immeuble et le quartier. Alors Férouz appellera d'une cabine téléphonique, qui tarde à arriver. On a même cru à un canular lors de la réception de l'appel au commissariat, parce qu'il venait d'une cabine. Là aussi, c'est la grande sœur Férouz qui s'en charge. C'est elle, en effet, qui parle le mieux français au sein de cette famille immigrée arrivée en France il y a quelques années. Les policiers du commissariat de Bourgoin-Jallieu arrivent finalement sur place vers 18h30 et entament enfin les recherches. C'est déjà tard, mais c'est ainsi. Dans un premier temps, ils fouillent les caves, les parkings, les escaliers et les alentours. Une diffusion est faite. On parle encore et toujours de fugue. C'était un peu l'argument usuel et facile, avouons-le, en ces temps-là, quand quelqu'un disparaissait. L'expression disparition inquiétante n'existait même pas. Mais la petite Charazed n'a aucune raison de fuguer.
Elle est trop attachée à sa famille, à sa sœur aînée Férouz, à son environnement. C'est d'ailleurs le seul qu'elle connaisse un peu. Sur elle, elle n'a ni d'argent, ni effet vestimentaire. Haute sur elle. Et pour cause, elle allait juste sortir les poubelles et jouer avec des amis. Un point, c'est tout. Elle est en robe d'été à fleurs et porte des sandalettes. On ne va pas bien loin habillée comme cela. Les jours suivants laisseront la famille dans l'incertitude et l'angoisse la plus complète. Ils sont peu informés. Aujourd'hui, avec un peu de recul, nous dirions plutôt délaissés. La famille, connaissant peu les arcanes de la police et de la justice en France, parlant insuffisamment bien la langue française, sauf la jeune Férouz, font confiance aux enquêteurs. Mais l'enquête ne mène nulle part. De cette enquête, on sait en fait peu de choses sur les raisons qui ont incité les enquêteurs à ne pas demander aux parents de déposer plainte, car, disent-ils, ça pourrait se retourner contre la petite. C'est effarant. On ne sait rien non plus sur les moyens engagés, les pistes suivies, les hypothèses échafaudées par les enquêteurs. La famille, elle, sait juste qu'on cherche. C'est l'été, ne l'oublions pas. Nous sommes en 1987. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Le téléphone portable n'existe pas encore. Les chaînes d'information en continu, elles non plus n'existaient pas. Les rédactions des journaux, elles aussi sous la torpeur des vacances estivales, ne vivent qu'avec des scoops. Et là, ce n'est pas le cas, hélas. Alors la disparition de la petite Shahrazad passe totalement inaperçue. En 1989, soit 2 ans après le début de l'enquête sur la disparition de Shahrazad, la justice ordonne la clôture de l'enquête. C'était certes courant en ces temps-là, où la justice, pour de mystérieuses raisons jamais écrites, jamais divulguées, se plaisait en effet à ne pas garder les enquêtes ouvertes trop longtemps. Mais même dans ce cas-là, ça fait court quand même. Loupé ou laxisme, la famille de la petite victime n'en est même pas avisée, et là encore, de nos jours, nous serions en droit de hurler au loup et d'invoquer un scandale judiciaire. Mais en 1989, cela s'est passé. On n'enquêtera plus sur la disparition de la fillette. On ne cherchera plus un éventuel ravisseur ou un sombre prédateur. Fin de l'histoire pour la justice. La famille n'est pas aidée ou soutenue, c'est une réalité. La sœur Férouz a même grandi et s'est construite dans son adolescence avec l'idée que c'était normal après tout que des enfants disparaissent, qu'il fallait patienter, toujours patienter, espérer, toujours espérer, mais espérer quoi? Une découverte macabre, un concours de circonstances malheureux, des aveux. Pour elle, les disparitions, ça faisait partie de la vie. Elle mettra longtemps à comprendre qu'elle s'était trompée. La famille qui s'est sentie lâchée par la justice et les enquêteurs persévère néanmoins comme elle peut. 30 ans après, Férouz, la sœur aînée, qui a déménagé depuis à Gap, dans le département des Hautes-Alpes, réclame la vérité. Elle a même créé une association, N'oubliez pas Shahrazad, qui œuvre à perpétuer, c'est le moins qu'elle puisse faire, pense-t-elle, la mémoire de sa petite sœur cadette. Et par un incroyable hasard, elle a réussi à faire ouvrir l'enquête. Car, comme pour la petite Shahrazad, d'autres enfants disparaissent dans le département de l'Isère et dans les départements voisins des Alpes, à peu près au même moment ou dans les mois et années qui suivront. La chambre de l'instruction, près la cour d'appel de Grenoble, ordonne la réouverture de plusieurs enquêtes. Si ce n'est pas encore une victoire,
C'est en tout cas un bon début. Diverses associations, des avocats aussi, de plus en plus pointus sur ces sujets, prennent le relais, harcèlent littéralement les magistrats et la justice. C'est le cas de deux ténors du barreau parisien, Maître Corinne Hernam et Didier Seban, devenus de véritables spécialistes dans ces cas d'enfants disparus. Peut-être les premiers, ceux qui en tout cas ont insufflé cette envie de se battre et d'autres confrères et aux enquêteurs qui ne baissent plus les bras. Ils prennent en main la défense de la famille Bendouyou. Nous comprenons déjà que le dossier change d'envergure et c'est encore peu dire. Elle cingle la justice pour son laxisme vis-à-vis de ces braves familles, souvent démunies, parlant parfois peu le français au vécu difficile. Et pour la défense, le visage poupin de Charazed s'ajoute comme une évidence à la longue liste des disparus de l'Isère. Car cette liste est déjà longue. On y trouve notamment Philippe Mignot, disparu à 13 ans le dimanche 25 mai 1980 à La Morte sur Isère. Ludovic Janvier, disparu à 6 ans le jeudi 17 mars 1983 à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble, mais aussi le petit Léo Ballet, disparu lui aussi à 6 ans le vendredi 19 juillet 1996 dans le massif de Taillefer lors d'une randonnée en famille. Et il y en a d'autres, une dizaine en tout. Les faits les plus anciens remontent aux années 1980. L'immense majorité de ces enquêtes n'a pas abouti. Par prudence, personne ne saurait dire à ce jour si elles sont toutes liées entre elles. Mais Férouz Bendouyou, directement concerné, reste néanmoins sensible à cette cause. Sur le site internet de l'association qu'elle a créée, là aussi avec de modestes moyens, 2 onglets sont consacrés aux enfants recherchés et aux affaires non élucidées. Et le vice-président national de l'association Assistance de recherche de personnes disparues à RPD, association qui fait depuis toujours un travail formidable de fond et d'investigation à côté des parents et familles, d'expliquer qu'il est absolument nécessaire que les affaires soient relancées par la justice. Cela permettra en outre de lancer de nouvelles pistes et d'encourager des témoignages qui émergent des années plus tard. La création au printemps 2023 d'un tout nouveau pôle judiciaire rattaché au tribunal judiciaire de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine et à compétence nationale, prend en charge désormais, chaque fois qu'elles lui sont transférées, toutes les enquêtes ouvertes pour disparitions inquiétantes non encore élucidées à ce jour. La création de cette cellule s'est faite sous l'impulsion du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Elle va indéniablement apporter beaucoup de soulagement et d'espoir aux familles des disparus. Le 17 mars 1983, Ludovic Janvier, un garçon de 6 ans et demi, disparaît à Saint-Martin-d'Air. Il est vu pour la dernière fois sur la place de la République alors qu'il rentre chez lui avec ses 2 frères, Jérôme et Nicolas. Ils étaient partis acheter des cigarettes pour leur père entre 18h30 et 19h45. Selon des témoins, un homme en casque de moto et en bleu de travail aborde les enfants prétendant avoir besoin d'aide pour retrouver son chien. Il suggère de se séparer pour être plus efficace et prend Ludovic par la main, tandis que Jérôme et Nicolas s'éloignent dans une autre direction. À leur retour,
Jérôme raconte la situation à leur père, qui alerte la gendarmerie. L'enquête commence avec la diffusion d'un portrait robot basé sur la description fournie par Jérôme. Un mois après la disparition, une greffière reçoit un appel anonyme affirmant que Ludovic est en bonne santé. Mais cette piste n'est pas exploitable. Le 23 mai 1985, des spéléologues découvrent le squelette d'un enfant près d'Angers. Mais les techniques de l'époque ne permettent pas d'identifier la victime. Un non-lieu est prononcé en 1988 et en 1998, les ossements sont détruits, ce qui entraîne une enquête interne en 2010. En 2008, une équipe de gendarmes se concentre sur l'affaire de meurtre et disparition de mineurs, y compris celle de Ludovic. En 2010, Virginie, la sœur de Ludovic, reçoit un appel d'une infirmière qui croit avoir vu son frère dans un hôpital près de Reims, relançant l'intérêt pour l'affaire. La famille engage des avocats pour dénoncer la destruction de preuves et la perte de dossiers. En 2014, la justice ordonne un nouveau non-lieu pour l'affaire de Ludovic, mais les avocats font appel, citant des témoignages non exploités. En 2015, la Cour d'appel de Grenoble rouvre les enquêtes et en 2022, un nouveau pôle judiciaire pour les affaires non résolues est créé, confiant l'affaire de Ludovic aux enquêteurs. La disparition de Léo le 19 juillet 1996 est une tragédie qui a secoué l'Isère, mais aussi tout un pays, et dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Ce petit garçon, âgé de 6 ans et demi, et qui disparaît sans laisser de traces en pleine montagne, reste un mystère qui n'a jamais été résolu. Plus de 28 ans après, personne ne sait ce qui lui est arrivé. C'est un événement qui a bouleversé non seulement la famille de Léo, mais aussi toute une région, faisant naître d'innombrables questions sans réponse. Léo faisait partie d'un groupe de randonneurs composé de son père et de 3 adultes qui passaient la journée au bord du lac Fourchu, un endroit magnifique, mais situé à 2000 mètres d'altitude en plein cœur des montagnes de l'Isère. Ce cadre naturel, loin de toute civilisation, est idéal pour le camping et la randonnée. Mais il est aussi potentiellement dangereux, avec des pentes abruptes, des barres rocheuses et des forêts denses. À ce moment-là, la journée semble être comme tant d'autres. La décision a été prise de partir chercher de l'eau à une cascade située à environ 1 kilomètre du campement. Léo, jeune mais habitué aux petites randonnées, a accompagné les adultes jusqu'à un certain point. Mais après une marche fatigante, l'enfant a décidé de faire demi-tour et de retourner au campement seul, laissant ses compagnons poursuivre leur chemin vers le torrent. À partir de ce moment, l'histoire prend une tournure inquiétante. Léo, seul sur le sentier, disparaît sans que personne ne puisse expliquer comment cela a pu se produire. Lorsque le groupe revient au campement, il constate rapidement l'absence de Léo. L'alarme est donnée et une recherche immédiate est lancée. Les premiers instants sont angoissants, mais les espoirs restent vivaces. Peut-être l'enfant est-il simplement perdu, ou s'est-il caché dans un recoin pour jouer. Mais l'inquiétude croît avec les heures, et les recherches commencent à prendre une ampleur considérable. Des dizaines de secouristes, de gendarmes, de bénévoles et même des équipes cynophiles sont déployés dans la montagne pour retrouver la trace de Léo. Les zones de recherche sont immenses. Le versant de la montagne, les falaises, les forêts, les ruisseaux et les lacs qui jalonnent les alentours.
Tout est minutieusement exploré, sans que l'on trouve un seul indice. Même les lacs du plateau sont sondés à la recherche d'un corps, mais en vain. La disparition de Léo a donné lieu à de nombreuses hypothèses, parfois troublantes, parfois totalement irrationnelles. Chacun y allait de sa propre interprétation des événements, mais aucune explication ne semblait satisfaisante. Une des hypothèses les plus courantes a été celle d'un accident. Léo aurait pu se perdre dans les montagnes, chuter dans une faille ou une crevasse, ou se retrouver coincé dans un endroit difficile d'accès. Le terrain accidenté, les barres rocheuses et la végétation dense rendent cette idée plausible. Cependant, malgré des fouilles approfondies, aucune trace de l'enfant n'a été retrouvée, ce qui rend cette théorie difficile à confirmer. L'idée qu'un individu malveillant ait enlevé Léo a également été envisagée. La possibilité d'un prédateur qui aurait vu l'enfant se retrouver seul et vulnérable dans un endroit reculé était troublante. Mais là encore, aucune preuve d'un acte criminel n'a pu être trouvée. Aucune personne suspecte n'a été vue dans la zone. Une autre hypothèse moins fréquente, mais tout de même évoquée, suggérait que Léo aurait volontairement quitté le groupe. L'idée que l'enfant peut être fatigué ou perturbé par un événement qu'il aurait vécu et décidé de s'enfuir a été mise en avant. Mais cette théorie semble peu probable pour plusieurs raisons. D'une part, Léo était très jeune, et d'autre part, les conditions montagneuses rendraient une telle fugue extrêmement risquée. Certaines personnes ont aussi envisagé que la montagne elle-même porte une malédiction ou est un endroit particulièrement dangereux, propice à la disparition des êtres humains. Ces théories fantastiques, bien que séduisantes dans un contexte de mystère, n'ont cependant pas été prises au sérieux par les autorités et n'ont jamais trouvé d'appui réel. La disparition de Léo a eu un impact dévastateur sur sa famille et sur la communauté locale. Ses parents, dévastés par l'absence inexplicable de leur enfant, ont dû faire face à un double choc. La perte de leur fils et la douleur de l'incertitude. Les relations avec les autorités se sont tendues à mesure que les semaines passaient sans nouvelles. Les autorités elles-mêmes, impuissantes devant le silence de la montagne, ont ressenti une frustration croissante. Les habitants de la région, qui avaient suivi les recherches avec une grande attention, ont vécu ce drame comme un choc collectif. Beaucoup se sont sentis touchés par cette disparition inexpliquée, car elle pouvait arriver à n'importe qui. La peur de ce qui pourrait arriver à leur propre enfant a envahi la communauté. Les parents ont redoublé de vigilance en montagne, terrifiés par l'idée qu'un incident similaire puisse se produire dans leur entourage. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après la disparition de Léo, la question reste sans réponse. Les recherches se sont estompées avec le temps et les théories les plus diverses continuent de circuler. Mais aucune d'entre elles n'a permis d'établir une vérité tangible. Le corps de Léo n'a jamais été retrouvé et le mystère de sa disparition demeure irrésolu. Les autorités ont dû clore l'enquête, faute de nouvelles preuves, et Léo est désormais classé parmi les disparus les plus énigmatiques de l'histoire de France. Les parents de l'enfant, eux, vivent avec cette incertitude qui les ronge. Le nom de Léo est désormais gravé dans les mémoires comme celui d'un enfant disparu, sans laisser de traces, dans des circonstances qui défient la logique et la compréhension. Philippe Pignot, âgé de 13 ans,
a disparu le 25 mai 1980 à La Morte-sur-Isère, dans le département de l'Isère en France. Il est l'une des premières victimes présumées des disparus de l'Isère. Une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants ayant frappé la région entre 1980 et 1996. Malgré des recherches intensives, Philippe n'a jamais été retrouvé et les circonstances de sa disparition restent un mystère. Né le 8 mars 1966, Philippe résidait à Martigues, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Son cas, comme d'autres liés à cette série tragique, demeure non résolu malgré la réouverture de plusieurs enquêtes au fil des ans. Grégory Dubrulle figure parmi les victimes des disparus de l'Isère, une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants ayant frappé le département de l'Isère entre 1980 et 1996. Le 9 juillet 1983, alors âgé de 7 ans, Grégory est enlevé à Grenoble, retrouvé le lendemain dans une décharge à Pommier-la-Placette. Il est grièvement blessé à la tête. Malgré des investigations relancées en 2008, l'identité de son ravisseur demeure inconnue. L'affaire a finalement été classée sans suite en 2014, laissant ce crime irrésolu. Sarah Ziyad, âgée de 6 ans, a disparu le 16 avril 1991 à Vorépé, une petite commune située dans l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jour-là, Sarah se rendait à l'école primaire, comme elle le faisait chaque matin, seule, mais c'est le dernier jour où elle a été vue vivante. Ses parents se sont rapidement inquiétés de son absence et ont alerté les autorités. L'alerte a été lancée assez tôt et les recherches ont commencé. La petite ville de Vorépé, un endroit réputé pour sa tranquillité, a été choquée par cet enlèvement. Les autorités ont immédiatement commencé à organiser des recherches dans toute la région, mais en dépit des efforts de la gendarmerie et des bénévoles qui ont participé aux battues, aucun indice n'a permis de localiser Sarah. Ce qui semblait au départ être une disparition accidentelle ou liée à un enlèvement par un inconnu a rapidement évolué en affaire criminelle. L'absence d'indices et de témoins directs a rendu l'enquête particulièrement difficile. L'isolement de la petite commune a compliqué l'obtention d'informations. La gendarmerie a mené des interrogatoires auprès des proches, des voisins et de tous ceux qui auraient pu avoir un lien avec Sarah. Cependant, malgré des mois d'efforts, aucune piste sérieuse n'a émergé. Au bout de plusieurs semaines de recherches infructueuses, un sentiment de désespoir a envahi les proches de Sarah et la communauté. Cependant, le travail acharné des enquêteurs n'a pas cessé. Les autorités ont exploré diverses pistes, mais la nature du crime demeurait floue. L'hypothèse la plus sombre a rapidement pris forme. Sarah avait peut-être été victime d'un acte criminel. Le 8 août 1991, après près de 4 mois de recherche, le corps de Sarah a été retrouvé dans une forêt située à quelques kilomètres de Vorépé. Ce n'est qu'à ce moment-là que la terrible vérité est apparue. La fillette avait été tuée. Son corps partiellement décomposé portait les traces d'une agression sexuelle et d'un étranglement. L'autopsie a confirmé l'horreur de la situation, révélant que Sarah avait été agressée sexuellement et assassinée avant de laisser son corps dans la forêt. Cette découverte a plongé sa famille, les autorités et la communauté dans une profonde douleur.
C'était la fin de l'incertitude, mais le début d'une enquête criminelle complexe. Cette tragédie a dévasté la famille de Sarah, mais a aussi marqué profondément l'ensemble de la région, où le meurtre d'une enfant de 6 ans a secoué la tranquillité d'un village paisible. Une fois le corps de Sarah retrouvé, l'enquête a pris une tournure criminelle plus évidente. Les gendarmes ont commencé à examiner de près toutes les pistes possibles. Plusieurs suspects ont été interrogés et des analyses scientifiques ont été lancées. Toutefois, ce n'est qu'en 1997 que des progrès significatifs ont été réalisés dans l'affaire, lorsque les enquêteurs ont eu recours à la génétique pour analyser des traces de l'agresseur laissées sur le corps de Sarah. L'utilisation de l'ADN, bien que relativement nouvelle à l'époque, s'est révélée déterminante. En croisant des échantillons prélevés lors de l'autopsie avec des bases de données génétiques, les enquêteurs ont pu identifier un suspect. Cet homme, Michel P., avait un passé criminel en rapport avec des agressions sexuelles, ce qui a immédiatement attiré l'attention des autorités. Michel P., un homme du coin, a été arrêté en 2001 après plusieurs années de mystère. Il a été inculpé pour l'agression sexuelle et le meurtre de Sarah Ziad, et des éléments de preuve ont confirmé sa culpabilité, notamment des traces ADN sur le corps de la victime. L'arrestation a été un soulagement pour la famille de Sarah, qui avait vécu une épreuve terrible en attendant que justice soit rendue. Le procès de Michel a eu lieu dans les années suivantes. Pendant le procès, il a été révélé que Michel avait enlevé Sarah et l'avait tuée après l'avoir agressée sexuellement. L'homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Bien que la justice ait été rendue, la douleur des parents de Sarah ne s'est jamais dissipée, car aucun verdict ne pouvait effacer la souffrance de la perte de leur enfant. L'affaire Sarah a eu un impact profond sur la société française et a influencé plusieurs aspects du système judiciaire et de la protection de l'enfance. Elle a mis en lumière les limites de l'enquête dans les affaires complexes et l'importance de l'utilisation de la science, comme l'ADN, pour résoudre des crimes. En conséquence, plusieurs réformes ont été envisagées pour renforcer la protection des enfants et faciliter les enquêtes criminelles. Parmi ces réformes, l'alerte enlèvement, mise en place en 2006, est un des mécanismes les plus notables. Ce système permet une diffusion rapide d'informations en cas de disparition d'un enfant afin de mobiliser rapidement les forces de l'ordre et la population. De plus, l'affaire a alimenté un débat sur l'amélioration des techniques d'enquête, notamment en ce qui concerne les outils technologiques, comme les bases de données ADN, et la nécessité de mieux prévenir les violences faites aux enfants. Les parents ont également pris conscience de l'importance de la sécurité des enfants et du rôle de la société dans leur protection. Fabrice Ladoux n'était qu'un jeune collégien de 12 ans lorsqu'il a disparu sans laisser de traces ce vendredi 13 janvier 1989. Ce jour-là, il sortait de chez lui dans l'après-midi comme il en avait l'habitude pour se rendre à son collège des Eaux Claires à Grenoble. Il n'était pas un enfant en proie à des soucis particuliers et menait une vie assez ordinaire. Sa disparition n'a donc pas éveillé de soupçons immédiats. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il ne rentra pas chez lui en fin d'après-midi, que ses proches commencèrent à se rendre compte de l'ampleur de la situation. Ce n'était pas un simple retard. Malheureusement,
le cas de Fabrice n'était pas isolé. En effet, quelques mois avant cette disparition, d'autres enfants avaient disparu dans des circonstances similaires dans la région, ce qui ajoutait à l'inquiétude. L'absence de réponse rapide de la part des autorités n'a fait qu'aggraver la situation. Le corps de Fabrice, retrouvé à Quai en Chartreuse le 15 janvier 1989, à environ 15 km de Grenoble, a alimenté davantage les interrogations. La découverte du corps en état de décomposition avancée laissait supposer qu'il avait été enlevé et tué dans les jours suivant sa disparition. Mais l'absence de traces évidentes de violence avait créé plus de mystère que de certitude. Comment un jeune garçon de 12 ans pouvait-il disparaître aussi subitement, sans laisser de traces apparentes sur son corps? Pourquoi n'y avait-il aucun témoin, aucun indice concret qui puisse aider à résoudre cette affaire? Au fil des jours, plusieurs hypothèses ont été explorées par la police. Le kidnappeur anonyme, un tueur en série ou un acte isolé. Toutefois, aucune piste n'a pu être corroborée de manière solide. Les premiers éléments d'enquête n'ont pas permis de retrouver de manière concluante l'identité de l'auteur de ce crime. L'éventualité d'un enlèvement prémédité et violent était une piste privilégiée dans un premier temps. Pourtant, les détails ne concouraient pas à une certitude. Pourquoi un agresseur aurait-il agi dans une région aussi dense en population et où les risques d'être vus étaient élevés? Et surtout, pourquoi un enfant comme Fabrice, sans histoire particulière, avait-il été choisi? Les enquêteurs se sont concentrés sur les personnes de son entourage, ses amis et les lieux qu'il fréquentait, mais sans succès. Des investigations ont été menées sur d'autres disparitions de jeunes dans les environs, ce qui a conduit à des spéculations sur un lien potentiel entre ces événements. Mais les enquêtes piétinaient et l'affaire de Fabrice Ladoux est rapidement devenue un colcaise aux yeux de la justice. Le 3 août 1990, Rachid Bouzian, 8 ans, disparaît alors qu'il joue près de chez lui à Échirolles, en banlieue grenobloise. Sa famille, inquiète de ne pas le voir entrer, alerte les autorités. Malgré des recherches intensives, son corps sans vie est découvert le lendemain dans une zone boisée proche. L'autopsie confirme qu'il a été victime d'un meurtre. L'enquête explore plusieurs pistes: enlèvement suivi de meurtre, acte isolé ou violence liée à son entourage. Vers la fin du mois d'août, un suspect avec un passé criminel est arrêté grâce à des informations de témoins. Bien qu'il nie les faits, des éléments l'incriminent. Lors du procès, des zones d'ombre subsistent sur les motivations exactes du crime, mais le suspect est reconnu coupable. Ce verdict apporte un semblant de justice à la famille, bien que la douleur demeure. Le 27 juin 1985, Anissa Ouadi, une fillette âgée de 5 ans, disparaît dans des circonstances mystérieuses à Grenoble, une ville située dans les Alpes françaises. La petite fille était chez sa mère, mais à un moment donné, elle disparaît sans laisser de traces. La disparition d'un enfant est toujours un événement dévastateur pour une famille, mais elle suscite également une forte mobilisation des autorités et de la population locale, désireuse de retrouver l'enfant sain et sauf. Rapidement, un important dispositif de recherche est mis en place. Des policiers, des gendarmes, ainsi que des bénévoles fouillent la ville et ses alentours pour tenter de retrouver Anissa. Malheureusement, malgré ses efforts, la fillette reste introuvable pendant plusieurs jours.
La disparition a provoqué une onde de choc dans la communauté, les habitants étant particulièrement concernés par la situation d'un enfant perdu. 13 jours après sa disparition, le 10 juillet 1985, le corps d'Anissa est retrouvé dans le barrage de Beauvoir, situé dans la vallée de l'Isère, à quelques kilomètres de Grenoble. Le corps de la petite fille est retrouvé dans un état de dégradation avancée, probablement dû à la durée de l'immersion dans l'eau et aux conditions environnementales. Cette découverte macabre confirme que la fillette n'a pas survécu et ouvre la voie à une série de questions sur les circonstances de sa mort. L'autopsie pratiquée sur le corps d'Anissa n'a pas permis de donner de réponse claire et définitive sur les causes de sa mort. Le médecin légiste n'a pas pu établir de preuves de sévices sexuels, car l'état de dégradation avancée du corps ne permettait pas une analyse complète des tissus. De plus, aucune trace évidente de blessure corporelle externe n'a été retrouvée, ce qui rend difficile de déterminer la nature exacte du décès. Toutefois, l'examen a permis de conclure que la petite fille était morte, soit par noyade, soit par strangulation. Ces deux hypothèses sont envisagées, mais la certitude absolue n'a pas pu être atteinte, car les éléments physiques disponibles étaient insuffisants pour trancher définitivement. Cette incertitude a alimenté la thèse du meurtre. Une première hypothèse, bien que plus improbable, a été celle de l'accident. Selon cette théorie, Anissa aurait pu être tombée dans l'Isère par accident et son corps aurait dérivé jusqu'au barrage de Beauvoir où il a été retrouvé. Toutefois, cette hypothèse n'a pas totalement convaincu les enquêteurs, car les conditions dans lesquelles le corps a été retrouvé, ainsi que l'absence de signes évidents d'un simple accident, ont suscité des doutes. La thèse du meurtre a rapidement été privilégiée par les enquêteurs en raison de plusieurs éléments troublants qui ont été relevés lors de l'autopsie, en particulier l'hypothèse de la strangulation avant la noyade a été envisagée. Cela suggérait que la petite Anissa aurait pu être tuée avant d'être jetée dans l'eau, peut-être dans le but de dissimuler la scène de crime. Les marques de strangulation et l'état de dégradation du corps ont renforcé cette thèse. L'enquête a rapidement orienté ses investigations vers les pistes liées à une possible agression criminelle. Mais malgré plusieurs mois d'enquête, les responsables n'ont jamais été identifiés ni arrêtés. L'absence de témoins directs et le manque de preuves tangibles ont compliqué la tâche des enquêteurs. Il existe aussi des spéculations concernant d'autres causes, comme un enlèvement suivi de la mise à mort de l'enfant, ou encore l'implication d'une personne de son entourage. Les enquêteurs ont envisagé ces pistes, mais aucun élément n'a permis d'étayer de manière concrète ces hypothèses. Le fait que l'enquête n'ait pas permis d'identifier un suspect ou de clarifier définitivement les circonstances de la mort d'Anissa a laissé un profond sentiment d'injustice. La famille de la victime n'a jamais pu obtenir de réponse claire sur ce qui est réellement arrivé à leur fille. Ce manque de clarté dans l'enquête a suscité de nombreuses interrogations et a laissé une empreinte durable sur la communauté de Grenoble. Nathalie Boyer, une jeune collégienne de 15 ans, était d'origine réunionnaise et vivait dans un foyer à Grenoble, mais elle passait souvent ses vacances avec sa mère à Villefontaine, dans le Nord-Isère. Elle est décrite comme étant une adolescente calme, sérieuse et plutôt grande pour son âge. Une maturité qui la faisait paraître plus vieille. Ce mardi 2 août, elle passe une partie de la journée avec sa mère
et ses frères et sœurs dans l'appartement familial. Vers 17h30, Nathalie sort pour retrouver des amis dans la cour de l'immeuble. Elle ne reviendra jamais. Le soir, sa mère commence à s'inquiéter et alerte la gendarmerie. Les recherches commencent aussitôt. Le lendemain matin, le corps de Nathalie est retrouvé sur un sentier à Saint-Quentin-Fallavier, une petite commune proche de Villefontaine. Le cadavre est découvert dans une position qui semble indiquer qu'il a été déplacé après le meurtre. Et les premières analyses révèlent qu'elle a été violemment égorgée, probablement avec un poignard ou une arme tranchante. L'absence de sang autour du corps, contrairement à ce qui aurait été attendu si elle avait été tuée sur place, soulève une question cruciale. Le meurtre a-t-il eu lieu ailleurs et si oui, pourquoi son corps a-t-il été déplacé? Au début, plusieurs pistes sont explorées, mais beaucoup d'entre elles sont rapidement écartées. L'enquête se concentre d'abord sur une hypothèse de crime sexuel ou de vol, mais ces pistes sont rejetées dès l'autopsie. Il est confirmé que Nathalie n'a pas été victime d'abus sexuels et qu'elle n'avait pas d'argent sur elle au moment du meurtre. Ce détail exclut le mobile de vol et écarte les hypothèses classiques d'agression sexuelle. L'une des pistes les plus intéressantes et qui a intrigué les enquêteurs provient d'une amie de Nathalie. Selon cette dernière, Nathalie aurait été tuée parce qu'elle savait trop de choses sur des gens. Cette révélation jette une nouvelle lumière sur l'affaire. Il semble que Nathalie ait pu être impliquée d'une manière ou d'une autre dans une situation où des informations confidentielles ou compromettantes étaient en jeu. Cette déclaration oriente les enquêteurs vers l'idée que le meurtre pourrait avoir des motivations plus complexes liées à un secret que la victime était sur le point de révéler. Les soupçons se portent alors sur un couple de voisins accusés d'avoir diffusé des films pornographiques devant des adolescentes et d'avoir commis des agressions sexuelles sur certaines d'entre elles, dont Nathalie. Cette hypothèse prend de l'ampleur, mais des vérifications minutieuses de l'emploi du temps du couple les disculpent. Ils étaient absents au moment du meurtre et ne peuvent donc pas être responsables du crime. Malgré plusieurs pistes explorées et des témoignages, l'enquête reste dans l'impasse. Les gendarmes ne parviennent pas à recueillir de preuves solides qui permettent d'établir un lien direct entre un suspect et le meurtre. L'affaire est classée sans suite en 1993 après 5 années de recherche infructueuses. Cependant, les proches de Nathalie ainsi que la société locale restent tentés par cette tragédie. Les questions demeurent sans réponse et les spéculations abondent. Le dossier est rouvert en 1994 après un événement inattendu. L'arrestation d'un homme de 32 ans à Manchester en Angleterre. Cet homme est arrêté pour avoir tenté d'entrer au Royaume-Uni avec de faux papiers. Lors de son interpellation, les autorités britanniques découvrent qu'il possède un article de presse datant de 1988, relatant le meurtre de Nathalie. Intrigués, les enquêteurs français l'interrogent. Cependant, l'homme a un alibi solide pour la nuit du meurtre. Il travaillait dans un hôtel britannique et ne peut donc être lié au crime. Cette découverte, bien qu'intéressante, ne mène à aucune nouvelle piste concrète. L'homme est finalement libéré après plusieurs mois de détention. En novembre 2024, un tournant décisif survient. Un suspect est arrêté en Côte d'Or, en Bourgogne. Cet homme âgé d'une soixantaine d'années est placé en garde à vue après que son ADN ait été retrouvé sur les scellés d'une autre affaire. Le meurtre de Laïla Afif, une mère de famille tuée en 2000
dans la commune voisine de la Verpillière. Les enquêteurs constatent qu'il existe des similitudes entre les deux affaires. Les deux meurtres ont eu lieu dans la même région et présentent des caractéristiques semblables, en particulier la violence des meurtres. L'ADN retrouvé sur le corps de Layla correspond à celui de cet homme et il pourrait être lié au meurtre de Nathalie, créant ainsi un lien possible entre ces deux affaires. L'arrestation de cet homme offre enfin un nouvel espoir de résoudre l'affaire de Nathalie, après plus de 3 décennies d'incertitude. Les enquêteurs se penchent sur son passé, ses liens potentiels avec la région et les autres affaires criminelles non résolues, en particulier celui du meurtre de Layla. Si cet homme est effectivement impliqué dans ces meurtres, il pourrait s'agir d'un tueur en série, opérant dans la région. Mais jusqu'à ce qu'une enquête complète et rigoureuse soit menée, ces hypothèses doivent rester provisoires. Pour la famille de Nathalie, l'arrestation de ce suspect est à la fois une lueur d'espoir et une source de souffrance. Après 36 ans de silence, ils peuvent enfin espérer obtenir des réponses. Mais pour beaucoup, cette avancée est un douloureux rappel du temps perdu et de la perte tragique de Nathalie, une jeune fille qui n'a pas eu la chance de grandir et de vivre sa vie. Les disparus de l'Isère laissent derrière eux bien plus que des énigmes. Ce sont des familles détruites, des vies suspendues et une quête interminable de justice. Si certaines réponses ont été trouvées, de nombreuses questions demeurent. Peut-être qu'un jour la vérité émergera, mais pour l'instant, le mystère reste entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.